Bienvenue dans cette vidéo sur l'histoire culturelle des STAPS. Après avoir introduit le cours lors de la première vidéo et présenté les concepts présents dans la culture STAPS, nous allons maintenant aborder la troisième grande partie du cours, l'évolution des techniques sportives. Il s'agira de présenter la modélisation des techniques sportives faite par Georges Vigarello. Voici le plan que nous allons suivre. Dans un premier temps, nous parlerons de l'histoire des techniques corporelles et sportives. Dans un deuxième temps, nous aborderons la transformation de l'environnement et des techniques. Dans un troisième temps, nous verrons le rôle des sciences dans l'évolution des techniques. Puis nous terminerons cette partie par l'environnement économique et culturel. 3.1 Histoire des techniques corporelles et sportives. 3.1.1 L'origine de la technique. Le mot technique vient du grec techné, qui remonte à un verbe très ancien, techo, dont le sens central est fabriquer, produire, construire des outils ou des instruments ou encore des arts. Chez les Grecs, le terme techné signifie production ou fabrication matérielle, mais il devient très rapidement le terme production ou le faire efficace, c'est-à-dire le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la manière de faire quelque chose de façon la plus efficace possible. A. La techné et la poésie chez Platon et Aristote. Selon Platon, la poésie est la cause qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à l'être. De sorte que tous les travaux qui dépendent d'une techné, quelle qu'elle soit, sont des poésies, et leurs producteurs sont tous des poètes, c'est-à-dire des créateurs. Platon sera ensuite repris et explicité par Aristote. La techné est une hésie, c'est-à-dire un habitus, une disposition permanente acquise. Donc, Platon, qui reprend les termes d'Aristote, dit que la techné est une hésie qui, comme la praxie, nous allons bien évidemment définir le terme avant d'aller plus loin, la praxie est un concept philosophique théorisé par Aristote. Elle désigne la pratique ou l'action, c'est-à-dire les activités qui transforment le sujet. La praxie a une finalité interne à l'action, non séparable de l'action, c'est-à-dire le fait de bien agir est le but même de cette action. Donc, je disais que Platon avait été repris par Aristote. Pour Aristote, la techné est une hésie, un habitus, qui, comme la praxie, vise ce qui pourrait être fait autrement. Cependant, la techné va différer de la praxie dans la mesure où sa finalité est un ergon, c'est-à-dire une œuvre, un résultat, qui existe indépendamment de l'activité elle-même. La techné est donc un savoir-faire humain et elle est présente dans tous les domaines où la nature ne peut pas intervenir. B. Le sens de technique. Une technique est donc l'ensemble des procédés dont le but est de parvenir à un résultat donné, que ce soit en ce qui concerne la science, la technologie, l'art ou n'importe quel domaine. Autrement dit, une technique est un ensemble de règles, méthodes ou protocoles employés comme moyen pour arriver à une fin. La technique admet que face à des situations identiques, une même conduite ou un même processus finiront par produire le même effet. Il s'agit donc du rangement d'une façon d'agir ou d'un ensemble d'actions. Dans certains cas, la technique requiert le recours à des outils et à des savoirs assez variés, pouvant être aussi bien physiques qu'intellectuels. Il a lieu de mentionner que le recours à la technique n'est pas exclusif à l'être humain, étant donné que de nombreux animaux s'en servent aussi pour répondre à leurs besoins vitaux. Mais revenons à l'homme. L'homme, pour sa part, la technique survient du besoin de changer le milieu ou l'environnement dans lequel il évolue pour l'adapter à ses besoins. La technique, elle se caractérise pour être transmissible, bien qu'elle ne soit pas toujours consciente ou réflexive. La technique va donc se transmettre de génération en génération, de peuple en peuple. Un homme va pouvoir apprendre une technique d'autrui, va pouvoir également la modifier. 3.1.2 Moss et les techniques du corps. Le 17 mai 1934, Marcel Mauss tient une conférence sur les techniques du corps à la Société de psychologie. Nous tenterons ici d'en fournir une analyse
et une synthèse en mettant l'accent sur la place du corps dans la réflexion de Mauss. Dans cette conférence, Marcel Mauss entreprend et définit la notion de technique du corps, soulevant au passage des interrogations philosophiques qui deviendront bientôt le terreau fertile de l'anthropologie française. Comment l'homme apprend-il à utiliser son corps? Dans quelle mesure ces techniques corporelles sont-elles le miroir de l'individu? Ces techniques, à savoir la maîtrise de notre propre corps, ont-elles une incidence sur nous dans la société? A. Les techniques du corps, un langage corporel cohérent. Définir les techniques du corps. Marcel Mauss définit de manière générale la gestualité du corps comme le concept de technique du corps. Elles sont les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. Ainsi courir, claquer des doigts, s'alimenter, lever la main, autrement dit, toutes nos attitudes corporelles quotidiennes, toutes les manières de nous servir de notre corps pour parvenir à nos fins, représentent en fait les techniques du corps. Pour Marcel Mauss, les gestes désignent nos mouvements corporels irréfléchis, dénués de but. C'est pourquoi il préfère le terme de technique au terme de geste, puisqu'il envisage le corps comme un instrument. Dans cette optique, les techniques du corps sont les mouvements conscients et inconscients qui nous permettent précisément de réaliser nos buts et d'agir sur le monde. Pour Marcel Mauss, les techniques du corps sont la combinaison de plusieurs gestes en vue d'une fin donnée. Plusieurs techniques associées sont donc susceptibles de constituer une technique plus élaborée. Ainsi, la danse est une technique complexe, composée de nombreux mouvements. Elle appartient au système le plus large des techniques du mouvement. Toutes réunies, la multitude des techniques du corps dont nous pouvons faire preuve forme un système cohérent. Ce système est la thèse même de Mauss. Ce système se comporte en fait comme un langage. On parle bien de langage corporel, en utilisant les mouvements, en utilisant la technique corporelle, les gestes corporels. En analysant les différentes structures qui régissent le complexe système des techniques du corps, on peut y lire un véritable langage corporel. Ce dernier est pour Mauss hautement signifiant, mais nous y reviendrons. Les techniques du corps sous l'angle de l'homme total. On pourrait a priori penser que l'origine de notre gestuelle est naturelle. Après tout, chaque mouvement que nous faisons mêle toujours une part de psychologique, à travers l'intention que l'on va donner à ce mouvement, et une part de biologique, à travers l'utilisation de notre corps, de nos muscles, de nos os. En vérité, Marcel Mauss montre que nos techniques sont essentiellement un construit social. Inconsciemment ou non, nos mouvements nous ont d'abord été transmis par la société. Nous imitons la gestuelle traditionnelle de nos aïeux, à savoir les mouvements qui se sont montrés de facto les plus efficaces et qui ont donc été conservés au cours des siècles. C'est pourquoi Marcel Mauss affirme dans sa définition que les techniques du corps sont nécessairement traditionnelles et efficaces, car sans la tradition, il n'existe pas de transmission et donc pas de technique. B. Le dressage du corps, un processus de socialisation de l'individu. L'acquisition des techniques du corps sont faites par le dressage. Notre gestuelle est un construit multidimensionnel fait d'éléments psychologiques, biologiques et sociaux. Cette dernière s'acquiert durant l'enfance jusqu'à notre majorité, à travers les processus d'éducation et d'imitation. C'est ce que Mauss appelle le dressage. Durant l'enfance, l'enfant va apprendre petit à petit la gestuelle de son entourage, envers qui il a pleinement confiance, de sorte que sa gestuelle elle-même finisse par reproduire inconsciemment des marqueurs sociaux. Ainsi, ce dernier apprend à marcher durant les premiers mois de sa vie, en imitant fidèlement les mouvements de ses parents. Plus tard, en apprenant à courir, à sauter. Cependant,
ces techniques diffèrent légèrement selon les sociétés. On pourra alors deviner l'appartenance sociale d'un individu simplement en analysant sa gestuelle. À cela s'ajoute que le processus de reproduction ne sont pas infaillibles. L'enfant apprend, de fait, avec plus ou moins d'exactitude, la maîtrise de ces techniques. L'enfant parvient plus ou moins bien à reproduire la gestuelle de son entourage. Cette efficacité de l'apprentissage, de la maîtrise de notre corps, toute relative selon les individus, est ce que Moss nomme le rendement du dressage. Le dressage induit nécessairement deux spécificités. La première, une surdétermination sociale. Notre éducation étant grandement influencée par notre société. La deuxième, un rendement, car la capacité à reproduire un mouvement chez les individus est inégale. En raison de ces spécificités, les techniques du corps varient très fortement, à la fois dans le temps, mais également entre les sociétés et même entre les individus d'un même groupe. Notre gestuelle agit donc comme une signature, comme un langage corporel signifiant qui traduit chez l'individu des aspects de son identité. En adoptant certains modèles stéréotypés, en aménageant ou en refusant d'autres, on manifeste inconsciemment par le corps notre identité collective, l'appartenance à un groupe par exemple, mais également notre identité individuelle. Le corps fonctionne comme un miroir puisqu'il est le truchement de l'expression intime de nous-mêmes et révèle, à la vue de tous, un mode de vie, des conceptions, une organisation sociale, un système de représentation du monde. Le langage corporel acquis, un marqueur social. Le terme dressage est non sans évoquer la comparaison de l'enfant avec l'animal. Pour Marcel Mauss, l'humain apprend à utiliser peu à peu son corps comme n'importe quel animal. L'homme se distingue cependant de la bestialité par sa capacité unique à transmettre son savoir par la parole, ce dont les animaux ne sont pas capables. Les qualités animales reconnues à l'enfant s'estompent au fur et à mesure de son dressage, au cours de ce que Marcel Mauss appelle le processus de socialisation. Ce processus consiste à une introduction progressive de l'enfant dans l'humanité. À mesure qu'il acquiert la gestuelle d'un homme et par là même les codes sociaux et le langage, sans modèle en qui se référer, l'homme ne saurait accéder à l'humanité. N'ayant point appris le langage et ayant uniquement calqué sa gestuelle sur celle des animaux. C'est l'exemple de l'enfant sauvage laissé pour compte dans la jungle. L'enfance est donc un moment crucial, durant lequel on adapte son langage corporel afin de correspondre à une société. Selon le rendement de son adresse, l'enfant s'intègre plus ou moins efficacement dans la société. Certains apprentissages sont plus faciles que d'autres, c'est le cas des techniques d'alimentation ou de la sexualité, qui sont très encadrées par la société. Elles ont un très fort taux de rendement et il n'y a que peu d'écart à la norme. Dans certaines sociétés, notamment dans la société mongole, après le processus de socialisation, on assiste à un processus de désocialisation. Dans la culture mongole, le dressage de l'enfant voit son pendant chez le vieillard avec un processus de désocialisation. Chez les Mongols, amnistes, le nouveau-né est considéré comme un animal jusqu'à son sevrage, moment où les Mongols estiment qu'il obtient une âme. Lorsque l'individu vieillit, l'âme doit, selon la culture mongole, de nouveau quitter le corps afin de se réincarner ailleurs. De ce fait, en symétrie avec l'enfance, le vieillard est amené à rompre progressivement avec la société, en oubliant petit à petit son langage corporel dans un ultime processus d'inversion de dressage. Comme le montre l'exemple de la culture mongole, le concept de dressage est donc une pierre de touche qui encadre véritablement l'existence de l'homme en tant qu'homme et permet de mieux appréhender les sociétés. C'est la maîtrise du corps, un enjeu de pouvoir. La maîtrise du corps, critère hiérarchique de la société.
Pour Marcel Mauss, la maîtrise du corps et de sa technicité est un véritable enjeu de pouvoir, car elle intervient dans la définition des statuts sociaux. En effet, une maîtrise parfaite de son propre corps permet de maîtriser le corps de l'autre. Ainsi, l'homme, parfaitement maître de soi, est capable de domestiquer l'animal en lui enseignant par exemple de nouveaux mouvements. Pour différencier les nombreuses maîtrises du corps, Marcel Mauss se sert de critères de classification précis, comme l'âge et le sexe, ou le rendement du dressage. Ainsi, s'il ne parvient pas à marcher, le jeune enfant est aisément capable de s'accroupir, contrairement à l'adulte. La maîtrise du corps, critère hiérarchique entre les sociétés. À travers l'inégale maîtrise du corps des individus, on peut lire la représentation des rôles dans la société, c'est-à-dire l'organisation globale de celle-ci. Ainsi, les personnes possédant une maîtrise singulière, handicapées, spécialistes ou personnes exceptionnellement marginales, occupent par conséquent une place spécifique dans la structure sociale. Aussi, en analysant les rapports de domination entre le corps masculin et féminin dans notre société, on peut lire par exemple la représentation de la domination sociale de l'homme sur la femme. La maîtrise du corps comme enjeu de pouvoir essentiel. Afin de parvenir à une maîtrise totale de son corps, il faut lutter contre les moi et inhiber les mouvements désordonnés, tout comme le stoïcisme qui prône le sang-froid et la résistance. C'est étonnamment cette capacité à agir de manière réfléchie qui, pour Marcel Mauss, distingue en partie certaines sociétés dites primitives des sociétés dites plus avancées. Grâce à la tempérance, ces dernières évitent la brusquerie, souvent à l'origine des actes irréfléchis, contre-productifs ou simplement stupides. Ainsi, la maîtrise du corps est non seulement essentielle pour acquérir une position dominante au sein de la société, mais elle apparaît également primordiale pour affirmer la supériorité d'une société sur une autre. La maîtrise du corps se manifeste entre un enjeu de pouvoir crucial, tant pour soi que pour la compréhension profonde d'une société. De ce fait, Marcel Mauss affirme la nécessité d'une approche psychologique, sociologique des actes humains. De ce fait, Marcel Mauss affirme la nécessité d'une approche physio-psycho-sociologique des actes humains. 3.1.3 Technique du corps et sport. A. Deux positions. Dans le domaine des activités physiques, deux positions apparaissent. La première consiste à dire que les techniques du corps, actes traditionnels efficaces, pour reprendre la définition proposée par Marcel Mauss, s'arrêtent où commence le sport, qui n'en fait donc pas partie. La seconde consiste à affirmer au contraire la continuité, le caractère homogène, en dernier ressort, d'un vaste domaine allant des pratiques les plus anciennes et les plus localisées à l'universalité des pratiques sportives. Dans le premier cas, le sport est refusé comme abstraction de la motricité. L'athlète devient un robot asservi à un projet qui lui échappe. Dans le deuxième cas, la technique motrice, même sportive, reste un fait de culture, mais c'est au prix d'un partage qui sépare radicalement son histoire de celle des objets dont elle se sert, et qu'elle invente, comme si c'était le prix à payer à cette conception des machines qui les exclut de la culture et qui ne veut voir en elle que le fonctionnement au détriment du sens. La première position est adoptée par Arnaud et Broyer, et la seconde position est adoptée par Georges Ugarello. Nous allons parler les unes après les autres. B. Arnaud et Broyer. Quels sont les arguments qui conduisent Arnaud et Broyer à exclure les conduites sportives du domaine des techniques du corps? Les premiers consistent à remarquer que Marcel Mauss n'a pas classé nommément les techniques sportives alors qu'elles existaient bel et bien en son temps et qu'il était lui-même alpiniste. En fait, les auteurs mentionnent que la nage, la marche et aussi l'athlétisme ou encore l'acrobatie, la gymnastique sont évoqués et il apparaît difficile d'argumenter à partir de l'absence d'une référence à l'alpinisme.
technique du corps et du voyage aventureux avant d'être sport. Plus décisifs apparaissent les arguments qui suivent. Si l'on analyse maintenant les techniques sportives, force est de constater qu'elles ne répondent en aucun cas aux critères énoncés par Marcel Mauss. Les techniques sportives ne sont pas traditionnelles. Elles sont inventées et donc factices. Leur réglementation draconienne fait des sports une motricité sous contrainte et de ce fait, les manières de faire et d'agir se réduisent à la reproduction de stéréotypes de rendement optimal. Dans leur abstraction, les techniques sportives visent à l'universalité alors que les techniques du corps varient selon l'âge, le sexe, la culture. Enfin, alors que le concept de la réalité des techniques du corps ménage une place pour la psychologie et l'articulation du biologique et du social, dans tout projet sportif, au sens large, le sujet est de facto fondamentalement oublié. Volonté d'encadrement sous mission, infantilisation du sportif à l'égard de son entraîneur, pression politique, etc., etc. Cette approche profondément négative du sport correspond aux analyses critiques du travail industriel, vidé de sa signification par le rapport aux machines et derrière lesquelles se dessine le principe de la recherche et du rendement maximal. Pourtant, il ne saurait servir de modèle pour l'analyse de la performance sportive qui ne peut exister sans la présence de l'engagement du sujet agissant. De la même façon que le thème du robot, profondément ambivalent puisque celui-ci peut être esclave mais aussi maître tout-puissant, témoigne de l'absence d'une connaissance véritable de ce que sont les objets techniques. Le thème de l'athlète robot implique le refus d'une culture intégrant les techniques sportives. Refuser aux techniques sportives le statut de technique du corps relève du même aveuglement que celui qui exclut les objets techniques de la culture. C'est Georges Vigarello. La position de Vigarello est différente. Techniques corporelles ou techniques sportives sont employées souvent indifféremment. Les techniques des jeux traditionnels, les techniques de l'épée ou encore du jeu de paume doivent être étudiées dans une continuité où le passage au sport, quelquefois décisif, reste pour elle un épisode parmi d'autres. Pourtant, une définition des techniques corporelles qui rend les traits de celles-ci proposés par Marcel Mauss efficaces et transmission, pour Georges Vigarello, on constate qu'aujourd'hui, leur histoire reste à faire. Il s'agit pour lui d'aborder les pratiques sportives dans leur origine interne et dans leur relation au contexte dans lequel elles se développent, en insistant sur la spécificité de chaque pratique et de chaque instrument utilisé. 3.1.4 Vigarello, l'évolution des techniques sportives. Dans son ouvrage Une histoire culturelle du sport, techniques d'hier et d'aujourd'hui, Georges Vigarello révèle la complexité des mécanismes de l'évolution des techniques sportives en appréhendant ces dernières comme des produits culturels soumis aux multiples influences éthiques, esthétiques, scientifiques, technologiques, issues du contexte dans lequel elles apparaissent ou se transforment, sans ignorer pour autant la marge d'autonomie dont disposent les innovateurs de ce champ particulier qui est le sport. Tout comme la pensée, la technique immergée dans la culture ne se confond pas avec la culture. Son ouvrage est l'étude minutieuse d'un grand nombre d'innovations motrices et technologiques transformant progressivement, parfois radicalement, les gestes et les conceptions techniques. L'histoire du Granby, l'ancêtre de la bicyclette, du saut en hauteur, du lancer du poids ou de la natation, permettent de repérer ce qui révèle apparemment de la découverte individuelle, par exemple le saut de Fosbury ou le lancer en rotation d'O'Brien, de l'application d'un modèle venu d'ailleurs, le modèle hippique appliqué à la course à pied par exemple, ou encore d'une influence technologique directe. Elles permettent également de démontrer la complexité et la diversité des processus de l'innovation qui aboutissent systématiquement à des adaptations réglementaires souvent conflictuelles et modifient parfois radicalement l'image de la pratique. Fonctionnant aussi bien au niveau de l'argumentation que de l'iconographie, la démarche comparative organise l'ensemble de l'ouvrage et lui donne une cohérence remarquable.
aucun fait, aucune rupture ne peut avoir de sens sans être résilié dans la chaîne de l'évolution. Les textes d'époque et l'iconographie illustrent l'argumentation et proposent dans leur agencement des grilles de lecture particulièrement fécondes. Nous y reviendrons dans les prochaines parties. Le fait historique est construit en révélant des points de rupture ou des continuités parfois insoupçonnées. Bref, des textes et des images qui parlent grâce à une démarche très problématisée, retrouvant au-delà de l'émiettement des techniques et des évolutions différenciées. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la transformation de l'environnement et des techniques corporelles.